et je travaille pour le Collège des Amériques, c'est-à-dire euh, un programme spécial pour le développement de plusieurs thématiques dans l'organisation universitaire interaméricaine. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'aborder la question des indicateurs en internationalisation de l'éducation supérieure. Pour cela, je voudrais présenter notre conférencière, Eva Egron-Polak, secrétaire générale de l'Association internationale des universités. L'Association internationale des universités est une association non gouvernementale internationale rassemblant des établissements et des organisations d'enseignement supérieur du monde entier. Et son siège est à l'UNESCO à Paris et la mission de l'AUI est de renforcer l'enseignement supérieur en offrant un forum mondial aux responsables des établissements et des associations pour débattre, analyser et agir sur des questions d'intérêt commun. Et Eva Egron-Polak est secrétaire générale de l'AUI depuis 2002. Et avant cela, elle a occupé le poste de vice-présidente internationale de l'Association des universités et des collèges du Canada. Et également, elle est membre de plusieurs comités d'UNESCO et de la Commission européenne. Et quant à la conférence d'aujourd'hui, dans le cadre de la publication du 13e rapport global de l'AIU, qui s'appelle Internationalisation de l'éducation supérieure, tendance globale, perspective régionale, Eva Egron-Polak va nous parler à propos des enquêtes et, de l'AIU rassemblant des données en internationalisation de l'éducation supérieure provenant de 115 pays. Cette étude de l'AIU représente la plus vaste enquête sur le sujet à ce jour. Et il sera question des indicateurs en internationalisation et certaines stratégies permettant aux institutions de mesurer le niveau d'intégration des dimensions relatives à l'internationalisation quant à leur gestion et à leur offre académique. Avant de céder la parole à notre conférencière, je voudrais juste vous dire qu'après la présentation, nous allons ouvrir une période de questions. Je vous demande si vous avez vos questions dans l'espace destiné au chat, au clavardage. Et pendant toute la durée de notre webinaire, nous allons avoir le support technique de Carla Romero. Et voilà, je cède la parole à Eva Egron-Polak et je le remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup, Jaime. Moi aussi, je vous souhaite les bienvenus et j'espère que vous m'entendez bien. Si jamais vous ne m'entendez pas, écrivez un petit mot parce que on le voit tout de suite et on pourrait tout de suite essayer de rectifier la chose. Je vous souhaite la bienvenue. Je me suis rendu compte que nous ne sommes que des femmes, ou vous êtes que des femmes. Parmi les 8 participants, il y a 8 femmes, ce qui est assez étonnant. Et aussi, ça montre bien que l'international, c'est souvent une question du genre féminin. Je m'excuse tout au début de cette présentation que je fais en français, mais qui a été d'abord préparée et écrite en anglais et qui se base sur une étude qui a été aussi rédigée tout en entier en anglais. Alors, si j'ai des problèmes de français, vous me le pardonnerez, j'espère. Et j'espère que ce que je vais dire est clair. Je ne sais pas pourquoi il y a une petite flèche qui est là. Ah, c'est la petite flèche que moi je peux utiliser. Voilà. Donc, tout d'abord, voici un petit peu le plan de la présentation. Je vais parler très brièvement du travail passé de l'AIU sur l'internationalisation. Mais le but de cette présentation, c'est tout d'abord de vous donner quelques résultats de notre sondage que nous avons publié en 2010 et ensuite, en regardant plus particulièrement les résultats en Amérique latine et les Caraïbes, ainsi qu'en Amérique du Nord, et ensuite parler des mesures et des indicateurs de l'internationalisation, avant de passer à quelques conclusions et défis. Et vous allez voir, je ne parle pas très précisément des indicateurs, mais plutôt de la conceptualisation de ces indicateurs, comment y arriver et à quoi penser quand on identifie
ces indicateurs. Donc, l'AIU travaille sur l'internationalisation depuis quasiment ses débuts, puisque c'est un forum mondial qui se veut un forum pour partager l'information, pour élaborer les politiques communes, pour travailler sur des projets de recherche communs, donc toujours au niveau international. Donc on peut dire que l'internationalisation, c'est un peu la raison d'être de cette organisation qui a été créée en 1950. Mais depuis à peu près 2 décennies, nous nous sommes fixés un peu plus sur ce processus. Et tout d'abord, nous avons élaboré 2 déclarations. Ces déclarations sont disponibles sur notre site web. Vous pouvez les télécharger en anglais ou en français. Et la première date de 1998. Elle a été élaborée pour la conférence mondiale de l'enseignement supérieur de l'UNESCO et elle est vraiment fixée sur l'internationalisation comme coopération et comme partenariat entre les établissements différents. En 2004, donc très peu de temps après, nous avons élaboré une deuxième politique et celle-ci était vraiment en réaction, si vous voulez, à ce qui se développait à l'époque, c'est-à-dire toute la discussion d'échange commercial en éducation et de services en éducation, donc de l'OMS, l'Organisation mondiale de commerce, l'OMC, pardon. Et dans cette deuxième déclaration, notre but, c'était de mettre en place des principes d'éthique en matière d'éducation transfrontalière parce qu'il nous semblait important de vraiment fixer quelques règles dans cette collaboration. Nous l'avons fait d'ailleurs avec 3 autres associations américaines et canadiennes en même temps. Et ensuite, nous avons conduit 3 enquêtes mondiales et je vais vous parler de la 3e qui a été faite en 2010. Plus récemment, il y a 1 an à peu près, il y a 1 an et demi à peu près, nous avons lancé un nouveau service ouvert à toutes les universités du monde, membres ou pas membres, et c'est un service de conseil en matière de stratégie d'internationalisation et nous avons l'expérience maintenant de offrir ce service au Japon, au Kenya et plus récemment en Lituanie. Donc ça, c'est un petit peu ce que l'AIU fait en international. Je vais parler quelques instants sur la définition de l'internationalisation parce que je pense que, comme ceux qui y travaillent aujourd'hui, vous savez que ce concept a beaucoup de définitions. Les approches des différents établissements sont assez différentes. Chaque université a ses propres pratiques. Et on voit que l'internationalisation peut dire beaucoup de choses diverses. Mais afin de faire une recherche mondiale, il fallait bien qu'on choisisse une définition et qu'on demande aux établissements de penser à l'internationalisation de la même façon. Nous avons choisi une définition très connue et assez répandue, c'est-à-dire celle de Dr. Jane Knight et Hans de Witt, qui dit que l'internationalisation est un processus intégrant une dimension internationale, interculturelle et globale à toutes les fonctions de l'université, à l'enseignement, à l'apprentissage, à la recherche, mais aussi aux modalités d'offre de l'enseignement supérieur, donc mode d'opération. Mais comme on le sait tous, c'est une définition en théorie et on sait que l'action est assez différente des fois. Donc, quand on regarde à établir les indicateurs de l'internationalisation pour mesurer si on atteint nos objectifs, il faut vraiment être prudent pour que ces indicateurs correspondent bien aux objectifs que chaque établissement se choisit.
Et on va revenir à ça à la fin. Donc l'échantillon que nous avons dans cette étude, c'est 145 universités de 115 pays réparties, comme vous voyez, au niveau mondial de la façon suivante. Nous avons 6% des réponses provenant d'Afrique, 19% d'Asie-Pacifique, la vaste majorité, la majorité, ou la grosse proportion d'Europe, 44%. Amérique latine et les Caraïbes représentent 13% de cet échantillon et 5% Moyen-Orient et 13% en Amérique du Nord. Nous avons demandé, bien sûr, aux universités pourquoi ils choisissent de s'internationaliser. Et voici les réponses. Je ne donne pas les réponses de toutes les régions. Comme je dis, je me suis concentrée sur Amérique latine et Amérique du Nord. Mais pour comparer, vous voyez aussi la réponse au niveau aggregate du monde entier. Donc, vous voyez très bien que la raison principale partout, c'est la préparation des étudiants pour vivre et travailler dans un monde international, si vous voulez. Et cela, vraiment, de très loin, est la raison la plus importante. Vous voyez aussi que c'est en Amérique du Nord et en Amérique latine que c'est encore plus que la moyenne mondiale. La deuxième raison importante, c'est aussi lié à la préparation des étudiants, donc l'internationalisation du curriculum, des cours qui sont offerts. Et là aussi, les deux régions sont à peu près semblables au résultat mondial. Là où les universités dévient un petit peu, c'est que au niveau mondial, la troisième raison la plus importante, c'était de rehausser le profil international ou rehausser le prestige de l'université. On voit qu'en Amérique latine, ce n'est pas nécessairement si important et ce qui est beaucoup plus important pour les établissements en Amérique latine, c'est le renforcement des capacités en recherche et l'amélioration de la production des connaissances. Je pense que ce qui est important à noter ici, c'est qu'en Amérique du Nord, la démographie et donc la population d'étudiants joue aussi un rôle et on voit que la raison numéro 2 pour s'internationaliser, c'est pour élargir et diversifier des étudiants, la source des étudiants. C'est peut-être pas la meilleure traduction, mais cela est très important en Amérique du Nord. Ce n'est pas important, bien sûr, en Amérique latine où la demande surpasse beaucoup la capacité à offrir l'éducation. Nous avons aussi donc demandé quels étaient les bénéfices que les établissements voulaient tirer de l'internationalisation ou à quoi ils s'attendaient. Et là, je vous signale qu'il faut regarder à l'envers, c'est-à-dire les bénéfices les plus importants se trouvent en bas. J'arrivais pas à renverser ces axes. Donc, vous voyez que, encore une fois, on regarde les étudiants, la sensibilisation aux choses internationales des étudiants et le bénéfice auquel on s'attend le plus. Donc, je vais prendre la petite flèche, je devrais l'utiliser. Voilà, c'est la raison la plus importante pour les trois régions, le monde entier plus les deux régions. Mais on voit aussi que c'est dans ce cas-là, en Amérique du Nord, où cet bénéfice ou cet objectif ou cet bénéfice est attendu le plus. Les autres raisons, c'est-à-dire par exemple renforcement de la recherche, et le deuxième bénéfice auquel les établissements s'attendent, par exemple, dans le monde en entier et en Amérique latine. Mais
pour les universités en Amérique du Nord, ce n'est pas ce focus qui domine, c'est en lien avec les raisons. On voit que là, pour l'Amérique du Nord, l'internationalisation du curriculum, c'est un bénéfice auquel ils s'attendent en deuxième place. Donc, vous voyez qu'il y a une cohérence entre les raisons pour lesquelles les universités s'internationalisent et les bénéfices auxquels ils s'attendent. Nous avons demandé quels étaient les obstacles. Et quand on parle des indicateurs, savoir où ça bloque, c'est important parce qu'ensuite on peut aussi regarder si les indicateurs de ce blocage s'améliorent ou pas. Donc les obstacles internes, premier et de très loin, c'est l'insuffisance des ressources financières. Ce résultat est très différent du sondage numéro 2 où la question de finances n'était pas aussi importante. Ici, c'est vraiment, vous voyez, la raison ou l'obstacle numéro 1. Mais je pense qu'il est très important à noter aussi que l'intérêt et l'expertise du personnel enseignant et du personnel universitaire est considéré comme un obstacle assez important. Aussi, vous voyez qu'en Amérique du Nord, c'est presque le deuxième et il est lié au fait que l'engagement international n'est pas reconnu dans la carrière, dans la promotion des professeurs. Ceci est une histoire très ancienne, mais ça continue à être un obstacle important. En Amérique latine et les Caraïbes, l'expertise limitée du personnel et l'intérêt du corps professoral est assez important aussi, ou reste aussi important. Donc, il y a quelque chose à rectifier là. Dans un autre résultat, on voit que l'internationalisation reste un processus qui est vraiment dirigé d'en haut. Les recteurs, les vice-recteurs, les présidents d'universités sont les acteurs les plus importants, ce qui est positif, mais en même temps, sans les professeurs, je pense qu'il y a un vrai problème. Puisque le financement était un si grand obstacle, nous avons aussi demandé d'où provient l'argent pour l'internationalisation. Et vous voyez ici, je pense que ce qui est à remarquer, c'est que bien sûr, la source la plus importante, c'est le budget institutionnel. Et cela varie de 48% jusqu'à 66% de tout argent pour l'international provenant de l'établissement. C'est en Amérique du Nord où c'est le plus important. Mais si vous regardez l'autre résultat important ici, c'est qu'en Amérique latine, presque, tout à fait, un quart des réponses ou des établissements qui ont répondu indiquent que l'internationalisation n'est pas financée du tout. Et cela est vraiment donc un obstacle très important. Vous voyez qu'en Europe, par exemple, 32% de l'argent provient des fonds publics externes. Donc, toute l'Union européenne et les financements des programmes de l'Union européenne, tant pour la recherche que de la mobilité, jouent un rôle extrêmement important. Je pense que les fonds générés par les étudiants sont très hauts pour Amérique du Nord et nous avons regardé aussi Asie-Pacifique et quand on a regardé uniquement Australie et la Nouvelle-Zélande, ce chiffre était encore plus élevé. Donc, les sources de financement sont diverses, mais en majorité des budget que l'institution alloue à cela et je pense que ici l'absence de financement en Amérique latine est vraiment à noter.
Donc, nous avons vu que les étudiants et la préparation des étudiants et la mobilité des étudiants est une très grande priorité. Et là, je voulais vous montrer que, en fin de compte, la mobilité réelle reste quand même assez basse, qu'il y a toujours relativement peu d'étudiants qui peuvent partir à l'étranger. Dans le premier graphe, cela démontre que les étudiants étrangers représentent pour 33% des établissements moins qu'1% de tous les étudiants qui sont inscrits. Si on ajoute entre 1 et 5%, on voit que 66% des établissements ont parmi leurs étudiants 5% ou moins des étudiants étrangers. Donc ce n'est pas, on est loin des grandes proportions comme par exemple dans certains pays anglo-saxons, Australie par exemple, il y a des universités qui ont jusqu'à 25 à 30% de leurs étudiants provenant d'ailleurs que d'Australie, mais c'est une exception. La majorité se trouve avec relativement peu d'étudiants étrangers inscrits. Pour ce qui est l'envoi des étudiants, c'est encore plus dramatique dans le sens que il y a 48% des établissements qui indiquent qu'ils offrent à moins d'1% de leurs étudiants l'opportunité d'étudier à l'étranger. Là, on parle uniquement du premier cycle, mais quand même, moins qu'1% des étudiants ont la possibilité d'aller étudier à l'étranger dans 48% des établissements. C'est donc une réalité où il faut quand même voir si, comment d'abord augmenter la mobilité, mais aussi quoi faire d'autre pour l'internationalisation, puisque la mobilité n'est pas ouverte et possible pour tout le monde. Pour cela, nous avons aussi regardé les nouvelles activités, relativement nouvelles activités, et établissement ou la création des diplômes doubles est une des activités qui, il y a 5-6 ans, ne paraissait pas parmi les priorités et dans cette étude est devenue la 6e la plus importante parmi la liste que nous avons offerte. Donc, il y a de plus en plus d'universités qui s'intéressent à offrir ou à créer des diplômes doubles. Pour nous, la définition d'un diplôme double, c'est qu'il y a l'étudiant, quand il complète son étude, a 2 diplômes distincts, l'un de son université hôte et l'autre de son université d'origine, si vous voulez, mais il obtient 2 diplômes. Et vous voyez que à peu près 50% des établissements qui nous ont répondu, 44 ont dit qu'ils offrent des diplômes doubles. Dans un autre résultat, je peux aussi vous dire que c'est une tendance plus au niveau postgradué que du premier cycle. Mais vous voyez que certaines régions sont beaucoup plus impliquées que d'autres. Par exemple, c'est un phénomène où les Européens sont beaucoup plus impliqués que, par exemple, les universités en Afrique ou les universités même en Asie-Pacifique, Amérique latine et Caraïbes. Je pense aussi, et c'est pour ça qu'on le fait, il y a des préférences pour des diplômes doubles et dans d'autres parties du monde, il y a une préférence pour des diplômes communs, c'est-à-dire l'étudiant obtient un diplôme, mais les 2 logos, les 2 universités se portent garant, si vous voulez, de ce diplôme. Et là, c'est une tendance un petit peu moins importante. Je pense que c'est parce que c'est plus complexe à mettre en place. Mais vous voyez que, par exemple, dans ce cas-là, les Africains préfèrent. Les universités africaines ont répondu plus oui à ce modèle de partenariat
que les diplômes doublent. Et je pense que c'est une approche un peu moins populaire en Europe et aussi moins populaire en Amérique latine. Je vais revenir pour comparer à l'Amérique du Nord. Je pense, Amérique du Nord préfère les diplômes communs. Donc, je pense, là aussi, quand on parle de partenariat, si l'ensemble d'une région préfère une approche et veut travailler avec des partenaires dans une autre région où cette approche n'est pas très commune, vous voyez que ça peut poser des problèmes. Mais dans l'ensemble, c'est un développement qui est en train d'augmenter assez rapidement. Donc, soit les diplômes communs, soit les diplômes conjoints, c'est quelque chose qui se développe très rapidement. Nous avons aussi demandé les établissements de nous parler de ce qu'ils perçoivent comme des risques les plus importants de l'internationalisation. Et là, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi la différence plutôt que là où on se trouve en commun. Vous voyez qu'au niveau mondial, c'est la marchandisation qui domine. Mais si on regarde, par exemple, Amérique latine, on voit que c'est la fuite des cerveaux. Si on regarde Amérique du Nord, on voit que la réponse la plus importante, c'est pas de réponse ou il n'y a aucun risque. Donc, on voit que les perceptions, comme on a vu des bénéfices, sont assez semblables, mais au niveau des risques, il y a réellement des divergences assez importantes. Pour Amérique latine, la fuite des cerveaux est très haute. Si je vous montrais les résultats d'Afrique ou du Moyen-Orient, c'est semblable à Amérique latine. Et donc, je trouve qu'il y a une division entre, bien sûr, les pays bien développés, industrialisés, et les pays émergents ou les pays en développement ont quand même continué à avoir ce problème de fuite des cerveaux. Je pense que, je ne sais pas comment on traduit les usines à diplôme, je pense que en anglais, ça veut dire les établissements de qualité moindre et carrément des diplômes ou des usines à diplôme, c'est-à-dire des établissements qui ne sont pas reconnus et qui vendent leurs diplômes à des étudiants qui ne sont pas suffisamment renseignés pour se méfier. Et ce risque-là, il est très important au niveau mondial et il est là depuis que nous avons commencé ces sondages. Donc, ces trois, marchandisation ou commercialisation, fuite des cerveaux et les usines à diplôme, sont des risques perçus au niveau du temps, toujours les mêmes, mais les écarts entre pour quelles universités ces risques sont plus importants que d'autres, cet écart-là s'est accru dans les dernières 5-6 années. Finalement, le dernier résultat dont je vais vous parler, c'est la priorité géographique des politiques d'internationalisation. Je pense que ce tableau est important parce qu'il montre très clairement que la politique d'internationalisation est souvent très régionale dans son focus. Vous voyez, là où c'est la priorité numéro 1, c'est souvent sa propre région. Pour Afrique, c'est le cas. Où est ma petite flèche? Voilà. C'est le cas pour Afrique, c'est le cas pour Asie-Pacifique, c'est le cas pour Europe. Ce qui est important à noter, c'est que pour Afrique, comme ceci, si on regarde comme ça, ce n'est pas une priorité pour aucune autre région. On regarde Amérique latine et les Caraïbes, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est une priorité,
mais pour elle-même, mais pas pour des autres régions. Le Moyen-Orient, c'est la même chose, une priorité pour ces établissements, mais pas pour les autres. Et Amérique du Nord n'est pas la première priorité comme on pouvait penser ou nous avons pensé dans le passé, mais c'est une priorité numéro 3 et une priorité numéro 3 pour aussi bien Asie-Pacifique que l'Amérique latine et le Moyen-Orient. Donc ceci est assez intéressant. En Amérique du Nord, les établissements ont assez souvent dit qu'ils n'ont pas de priorité. Je pense que c'est une question de choix institutionnel de trouver les meilleurs partenaires où qu'ils se trouvent sans avoir nécessairement une priorité géographique. Donc ça, cela sont les résultats, quelques résultats, parce que le rapport a 250 pages, énormément d'autres résultats, donc je ne pouvais pas vous partager le tout. Qu'est-ce qu'on peut conclure au niveau mondial? Bon, je l'ai déjà dit, donc je vais aller très rapidement. Il y a une forte concentration sur les étudiants et sur la préparation des étudiants et une priorité donnée à la mobilité, même si la mobilité reste en réalité très basse. Et je ne voulais pas montrer, mais c'est le fait aussi, elle est déséquilibrée. C'est-à-dire les pays qui envoient qui reçoivent la vaste majorité des étudiants étrangers sont précisément les pays qui envoient les moindres étudiants. Là, on parle des États-Unis, d'Angleterre, Australie. Ce sont des gros hôtes des étudiants étrangers, mais ce sont des pays qui envoient le moindre. Le Canada a récemment améliorer, si vous voulez, cet équilibre. Elle envoie un peu plus de ses étudiants et donc elle se trouve presque en équilibre entre l'envoi et les étudiants qu'elle reçoit. Ce qui est étonnant, c'est que la Chine est en train de s'équilibrer aussi. La Chine qui envoie et qui continue à envoyer un grand nombre d'étudiants à l'étranger commence à être aussi un pays qui en reçoit beaucoup. Et il y a énormément d'efforts faits pour que les étudiants viennent en Chine. Je pense qu'il faut noter l'emphase sur la collaboration pour la recherche et en recherche semble plus important pour les régions en voie de développement plutôt que des pays industrialisés comme Europe ou Amérique du Nord, où l'internationalisation n'est pas liée automatiquement à la capacité de recherche. C'est peut-être une perception, c'est peut-être les gens qui répondent au questionnaire qui ont cette impression, mais dans les résultats, c'était clair. Ce qui est clair aussi, c'est que l'internationalisation est une politique de plus en plus importante pour les établissements, mais le financement devient un obstacle majeur, aussi bien interne que l'externe. Je crois que à l'interne, on a vu que un des obstacles majeurs, c'est la capacité des professeurs, l'intérêt et la capacité du personnel à s'engager à l'international. Ce que nous avons vu aussi, c'est que le lien devient de plus en plus important entre le prestige et l'internationalisation. Les universités conçoivent leur processus d'internationalisation comme un moyen de rehausser leur prestige. Les risques ont été perçus surtout par les établissements dans les pays en voie de développement et les priorités géographiques. Nous avons vu que certaines régions ne sont pas sur la carte, si vous voulez, autant que les autres. Les raisons pour l'internationalisation diffèrent beaucoup et diffèrent aussi dans les Amériques. Il n'y a pas un consensus complet entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud ou l'Amérique latine. Donc, je pense que ça aussi, c'est important à voir. L'internationalisation est essentielle pour la recherche, pour
les pays en Amérique latine et dans les Caraïbes. Au niveau Amérique du Nord, c'est vraiment les étudiants qui sont la raison principale pour internationalisation. On voit aussi la perception d'obstacles et de risques est assez différent entre pour les pays en Amérique du Nord. On se plaint que le niveau national ne perçoit pas l'internationalisation comme une politique importante. Il y a des problèmes de visa et il y a la non-reconnaissance pour les enseignants de cet engagement. Mais les universités en Amérique du Nord ne semblent pas percevoir des risques. Par contre, en Amérique latine et les Caraïbes, le manque de compétences et la capacité linguistique du personnel est un grand problème. La fuite des cerveaux et la commercialisation sont vus comme des risques assez importants. Donc, encore une fois, les divergences entre les deux régions des Amériques. Comme je disais, les diplômes doubles sont la préférence plus que les diplômes communs dans les Amériques, mais l'Amérique latine, les établissements d'Amérique latine ne sont pas très engagés dans cette approche généralement des diplômes communs ou des diplômes doubles. C'est une approche qui n'est pas encore très forte dans cette région. Et enfin, cette peu d'intérêt pour la région qui s'est manifesté dans les résultats, je pense que c'est aussi intéressant, même si je dirais que ça change rapidement. Et l'intérêt qui est très clair pour le Brésil pourrait changer la donne très vite. Alors, en ce qui concerne les indicateurs, la question, je pense, qu'il faut se poser, c'est comment savoir si nous sommes arrivés à l'internationalisation. How do we know when we get there? La première chose à constater, c'est ça dépend comment on perçoit l'internationalisation. Est-ce que c'est un moyen ou est-ce que c'est un objectif? Pour beaucoup, c'est un moyen vers quelque chose d'autre, bien que devenir plus international peut devenir un but en soi. Mais je pense qu'il faut se poser la question de pourquoi, et est-ce que c'est le premier, c'est un moyen pour arriver à autre chose, ou est-ce que c'est vraiment un but en soi? Il faut que les indicateurs qu'on choisisse nous permettent de savoir si on atteint nos objectifs. Donc, il faut qu'ils soient adaptés à ces objectifs et non pas à d'autres. Et s'ils sont bien faits, ils nous permettent de suivre si on y arrive et pourquoi on n'y arrive pas si c'est le cas. Donc, pour moi, la première règle des indicateurs, c'est de choisir et de fixer les bons objectifs et élaborer une politique appropriée à ces objectifs et regarder, concevoir la stratégie qui est efficace pour ce qu'on veut faire. Et tout cela, pour moi, est beaucoup plus indispensable que de se mesurer par rapport aux autres, se mesurer par rapport à l'année dernière. Je crois qu'il ne faut pas se laisser entraîner dans la mesure sans avoir mis les fondements appropriés et sans avoir passé du temps à préparer ces bons objectifs et cette politique. Je pense qu'il faut aussi se rendre compte que les objectifs sont multiples. On a vu que l'internationalisation peut vouloir mener à plusieurs objectifs. Ils sont multiples et les indicateurs doivent donc être aussi assez multiples. Et malheureusement, ils sont très souvent qualitatifs, mais il me semble que dans l'internationalisation, particulièrement fixée sur la préparation des étudiants et donc le curriculum, il faut qu'il soit qualitatif. Parce que c'est ça qui est, au fait, le résultat escompté. Mais surtout, il faut qu'il soit adapté à ce qu'on veut faire.
Pour l'AIU, la première raison pour l'internationalisation, c'est parce que c'est un moyen d'améliorer la qualité. Si c'est le cas, nous sommes convaincus qu'il faut que l'internationalisation devienne un processus qui est vraiment intégral au plan et à la mission de l'université. Donc, si c'est le cas, les indicateurs peuvent inclure ou regarder si l'existence d'une politique institutionnelle intègre réellement la dimension internationale, si cela fait partie du plan stratégique pleinement. On peut regarder aussi, c'est un indicateur, si on met à jour les objectifs, quels qu'ils soient. Est-ce qu'il y a un processus de la discussion et de la mise à jour de ces objectifs, les ajustements et donc aussi les résultats? Ou est-ce qu'une fois fixé, on y va et on ne discute ou on ne regarde pas cela régulièrement? Les indicateurs peuvent aussi être la formation et l'engagement des cadres et des experts qui sont responsables pour l'internationalisation. Est-ce qu'ils sont suffisamment seniors dans l'établissement? Parce que ça, c'est une preuve de l'engagement de l'université. Est-ce qu'ils sont compétents au niveau linguistique? Est-ce que leur expérience internationale a fait partie des critères d'embauche ou de la promotion? C'est-à-dire la politique des ressources humaines, est-ce qu'elle prend pleinement en compte les buts et les objectifs de l'internationalisation? Évidemment, est-ce qu'il y a un investissement de la part de l'établissement? Et est-ce qu'il est là, non pas projet par projet, mais d'une façon durable et continue? Est-ce qu'il y a un processus en place de regarder systématiquement si on atteint les objectifs ou les résultats qu'on veut atteindre? Est-ce qu'il y a dans l'établissement des incitatifs ou les incentives, on dit en anglais, des moyens d'encourager des gens et récompenser le personnel ou les étudiants qui sont pleinement engagés dans l'international? Et moi, je trouve que ce qui est aussi un indicateur très, très important, c'est s'il y a lieu, forum et occasion de débattre cette politique. Ce n'est pas quelque chose de statique. Une politique d'internationalisation doit être dynamique et doit être pleinement débattue par l'ensemble de l'université. Et un indicateur de cette intégration est qu'il y a des débats et de discussions régulières. Je dirais qu'il est souvent plus facile de mesurer ce qui peut être compté, donc quantitatif, mais pas aussi facile de mesurer ce qui compte. Et comme je disais, pour moi, ce qui compte, c'est les aspects qualitatifs. Donc, on mesure dans presque tous les cas de monitoring le nombre d'étudiants étrangers, le nombre d'étudiants que nous envoyons. Nous regardons combien de professeurs proviennent d'ailleurs, combien d'accords nous avons signés, les accords institutionnels se multiplient. On compte le nombre de visiteurs que nous avons eus sur le campus. On regarde bien sûr le nombre de personnes qui travaillent en relations internationales, le budget. Des fois, on étudie tout simplement les syllabus et on regarde combien de cours comporte le mot international dans l'intitulé. On regarde le nombre de voyages que le recteur ou le directeur du bureau international a effectué, etc., etc. Le nombre d'articles coécrits. Tout ça, ce sont des indicateurs quantitatifs. Ils sont importants, mais ils sont relativement faciles et souvent, ils ne nous disent pas grand-chose. On peut avoir des centaines et souvent d'accords institutionnels, mais si les activités sont restées lettres mortes, peu importe. Donc, si on veut vraiment regarder l'apprentissage des étudiants, il faut être capable de mesurer
ou trouver des indicateurs qui démontrent des attitudes nouvelles, l'appréciation de l'autre, compréhension des étranges, de la situation du contexte mondial ou étranger. Et cela, c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Comprendre l'impact et étudier l'impact sur l'étudiant de son expérience à l'étranger, l'impact de ces programmes de mobilité, regarder quel rôle jouent les étudiants étrangers dans nos classes, dans nos programmes, comment est-ce qu'on les intègre dans le corps estudiantin, comment on les utilise ou exploite, si vous voulez, en tant que ressources. Mais aussi, on peut regarder comment les étudiants locaux s'engagent dans les communautés étrangères qui nous entourent. Dans la plupart des villes, on peut trouver on trouve beaucoup de communautés étrangères. Est-ce que nos étudiants sont engagés localement avec ces communautés? Quand on regarde l'internationalisation du curriculum ou des programmes, oui, on peut regarder si nos cours, n'importe lequel, intègrent une dimension internationale. Est-ce qu'ils utilisent des études de cas internationales? Est-ce que la bibliographie reste locale ou est-ce que vraiment on encourage les étudiants de lire et d'étudier d'autres perspectives, d'autres auteurs? Et est-ce que, comme je disais tout à l'heure, les étudiants étrangers sont vraiment utilisés comme des ressources et une source d'expertise quand ils sont dans la classe? Mais aussi, on peut regarder la vie quotidienne des étudiants. Est-ce qu'ils ont accès à des conseillers qui connaissent leur pays, qui connaissent l'étranger dans le cas des étudiants locaux? Est-ce que notre nourriture dans les cafétérias prend en compte le fait qu'on a des campus de plus en plus internationaux? Est-ce que les résidences des étudiants sont mixtes? Tous les aspects de l'établissement doivent quelque part être vus si on veut regarder comment la dimension internationale est intégrée. Ce qui est très très important, c'est de tenter de mesurer comment l'internationalisation améliore la qualité de l'expérience dans notre université, comment évaluer, comment on choisit et on valorise les différents partenariats et comment on mesure l'impact de notre université, l'impact mondial, au-delà de l'impact local de l'université, parce que cela aussi fait partie des buts de l'internationalisation, avoir un impact et avoir un outreach au niveau international et mondial. Encore une fois, il faut les objectifs adaptés, mais il faut aussi choisir les bons objectifs. Très souvent, on se dit, ben, voilà l'objectif, on va compter selon, par exemple, on veut augmenter la mobilité à tel et tel pourcentage, donc bien sûr, on va compter le nombre d'étudiants et mesurer si on y arrive. Mais parfois, il faut s'arrêter aussi et se dire, est-ce que nos objectifs sont réellement adaptés à notre établissement, à notre réalité? Je pense qu'il faut se poser la question si la qualité est synonyme de visibilité et de prestige. Je disais que l'internationalisation devient de plus en plus une façon de rehausser son prestige, mais il faut se poser la question, est-ce que la participation seulement dans certains réseaux internationaux, parce qu'ils sont prestigieux, ou partenariat avec seulement des établissements qui sont bien cotés dans les rankings internationaux, est-ce que c'est vraiment un signe de qualité? Est-ce que, par exemple, privilégier des projets scientifiques internationaux qui sont publiés dans les revues internationales est plus important
que de s'engager dans des projets qui sont pertinents localement. Est-ce qu'on privilégie le recrutement des étudiants étrangers excellents ou est-ce qu'on essaye d'offrir un accès aux étudiants internationaux qui sont divers? Est-ce qu'on privilégie la diversité et l'équité, si vous voulez, à l'excellence? Ou est-ce qu'il y a un compte? Est-ce que c'est nécessairement l'un ou l'autre? Mais ces questions-là doivent être posées. Je pense que augmenter les capacités de recherche et la production des connaissances a été cité comme très important pour beaucoup d'universités. Mais là aussi, il faut regarder la pertinence du contenu des projets de recherche, les publications et l'accès aux résultats de ces publications et ces productions de recherche à une vaste public. C'est aussi important que les publications dans les journaux qui sont cotés. Finalement, je pense qu'il faut regarder est-ce que notre internationalisation cible uniquement une région du monde ou est-ce qu'elle est vraiment compréhensive et est-ce qu'on permet à nos étudiants de connaître le monde dans sa complexité en travaillant avec toutes les régions du monde. Donc les défis, c'est une répétition, mais c'est déterminer quelle importance attribuer à l'évaluation. Est-ce qu'on veut mesurer ou pas mesurer? Est-ce qu'on a le choix? Mais si on décide de mesurer, être prudent que nous mesurons ce que nous voulons atteindre, les objectifs que nous visons. Je pense qu'il est extrêmement important, c'est de prendre son temps et consulter autant de l'établissement, autant de stakeholders dans l'établissement que possible pour que les acteurs de l'université soient partie prenante de ces mesures ou de ces buts. Je pense qu'il vaut mieux passer plus de temps à les identifier pour vraiment arriver à un consensus plutôt que de les identifier rapidement et puis avoir beaucoup de résistance quand on passe à la collecte des données, par exemple. Identifier des indicateurs qui sont adaptés, mais aussi et surtout prendre le temps de créer des indicateurs qualitatifs. Analyser les résultats régulièrement et ajuster autant qu'il faut les indicateurs, parce que les objectifs doivent et vont changer, il faut ajuster les indicateurs relativement souvent. Et puis, je pense qu'il faut être inclusif dans l'établissement, engager autant de personnes et autant des acteurs que possible, et finalement, il faut absolument célébrer les succès qui sont atteints. Finalement, j'arrête là sur quelques travaux ou quelques actions que nous allons ou que nous entreprenons dans l'avenir. Donc, on continue à diffuser le rapport. Notre accord avec la WI, c'est que si vous voulez obtenir le rapport, on offre une réduction sur le prix et je peux vous envoyer les renseignements ou Jaime peut envoyer le bon de commande. Nous continuons à travailler sur le service de conseil et donc si une université est intéressée à faire une évaluation de ou un revue de sa stratégie, l'AU peut être un partie prenant de cela. On crée d'habitude une équipe internationale d'experts qui travaillent et accompagnent l'université pendant à peu près 8 à 10 mois dans ce processus. Nous allons préparer un atelier lors de la conférence au Brésil, le CAIE numéro 2, pas sur les indicateurs en tant que ça, mais sur les données à collecter, sur les recherches à mener sur l'internationalisation. Et puis, enfin, on continue une réflexion sur ce que ça veut dire
aujourd'hui l'internationalisation, comment ce concept évolue, comment il change, et on travaille avec un groupe d'experts international pour élaborer peut-être un document de discussion et quelques pistes de réflexion sur cela. Voilà, je m'arrête là et je serai ravie de répondre à des questions si vous êtes encore là. Eva et Grandpora pour cette présentation et elle nous a montré plusieurs. Peut-être maintenant la parole aux participants du webinaire. Joanne Babin qui, je ne sais pas où elle est, Joanne, mais elle pose la question, que pensez-vous des organismes d'accréditation? C'est intéressant comme question. Nous avons, dans cette étude, posé la question aux universités sur l'évaluation de qualité. Pas vraiment sur les organismes d'accréditation, parce qu'il n'existe pas dans tout le monde, dans tous les pays du monde, mais on voulait savoir comment les universités évaluaient la qualité des programmes, surtout des programmes offerts chez eux par d'autres universités, et l'évaluation de la qualité de leur programme à l'étranger. Et nous nous sommes rendus compte que pour la plupart, je dirais pas que pour la plupart, il y a une division entre les pays qui emploient leur propre assurance qualité pour évaluer les programmes qui sont offerts par des universités étrangères. Donc, par exemple, l'université Monash en Australie qui a un programme en Afrique du Sud, l'évaluation de la qualité se fait par les Sud-Africains. Dans d'autres pays, c'est par l'université qui envoie, c'est-à-dire une université américaine qui est au Qatar, c'est l'université américaine qui fait l'évaluation de la qualité au Qatar. Et on ne peut pas dire qu'il y a une tendance plus importante que l'autre. Pour l'instant, ça se développe. Dans certains pays, en Afrique par exemple, l'assurance qualité est souvent faite par les pays qui envoient les programmes, mais l'assurance qualité locale se développe pour avoir son mot à dire. Nous, mes recommandations et mon sentiment, c'est que il faut absolument qu'il y ait une collaboration entre les établissements locaux, l'assurance qualité locale et l'assurance qualité des pays qui offrent le programme. Parce que d'abord, je trouve que c'est une mythe de dire les programmes vont être identiques si on les offre en Afrique du Sud ou si on les offre en Australie. Je ne crois pas qu'ils seront identiques et je ne suis pas certaine qu'ils devraient être identiques. Du coup, je crois qu'il faut un dialogue entre les organismes d'évaluation pour ensemble établir certains critères de qualité qui s'appliquent à ces établissements. C'est compliqué. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Il y a la semaine prochaine une conférence organisée par INQUAHE, ici à Bruxelles, strictement sur cette question.
parce que les organismes d'évaluation ont un rôle réel à jouer, mais c'est relativement nouveau comme développement et je trouve qu'ils cherchent et qu'ils doivent petit à petit chercher les meilleures façons de s'assurer que la qualité répond aux besoins, pas seulement des maisons mères, si vous voulez, mais aussi des étudiants et des professeurs et les conditions locales. Je ne sais pas si ça vous satisfait comme réponse. D'autres questions? Oui, je vois. Vos questions? Johanna Rasplus. Micro, Johanna. Jaime, ya está activado el micro de Johanna. No sé si puedes, por favor. Est-ce que nous avons une boîte à outils sur les indicateurs? Non, mais il y a plusieurs projets sur les indicateurs qui ont été développés. Il y en a en Allemagne, il y a le NUFIC aux Pays-Bas. Il y a plusieurs sources d'informations sur les indicateurs. Annick demande, savez-vous de bonnes mesures pour évaluer la valeur des partenariats? Non, je ne connais pas les mesures pour évaluer la valeur des partenariats. Je pense que les mesures pour évaluer un partenaire sont presque plus faciles à élaborer que la valeur des partenariats. Je m'explique. Je pense qu'il est très important que les établissements ont et poursuivent les mêmes buts, ou au moins que les buts que chacun poursuit soient connus par l'autre, parce qu'il faut une clarté, il faut une confiance dans son partenaire et il faut être à l'écoute de ses intérêts. Ils ne sont pas nécessairement les mêmes que les nôtres, mais il faut les connaître et il faut établir des partenariats où les bénéfices sont partagés. Pas nécessairement les mêmes, mais partagés. C'est-à-dire qu'une université qui veut absolument envoyer plus d'étudiants, donc mobilité fixée sur les étudiants, peut collaborer avec une université qui est plus intéressée dans la recherche. Mais il faut que les actions correspondent à chacun de leurs intérêts. Premièrement. Deuxième, je pense qu'il faut être très clair sur la capacité et les moyens que chaque partenaire peut mettre dans le partenariat. Nous savons tous que il y a souvent des déséquilibres entre les moyens financiers, les capacités en ressources humaines, la pression de part et d'autre. Je crois qu'aucun partenariat de valeur peut durer si on n'est pas très honnête et clair sur ces différences et qu'on ne trouve pas des moyens de le compenser. Une des choses, je pense, qui est observée, c'est que les partenaires, par exemple européens, qui ont énormément de moyens en ce moment à leur disposition pour développer des projets de mobilité ou des projets de recherche conjoints,
fixe un tout petit peu les règles du jeu. Et ça peut être positif parce que de toute façon, les établissements ailleurs veulent travailler avec les Européens. Mais il faut que ce fait qu'ils ont la capacité de fixer les règles du jeu ne déteint pas sur la coopération trop. Je peux citer un projet où l'Union européenne a lancé un programme de tuning. Je ne sais pas si vous connaissez tous ce projet de tuning où on rapproche, où on essaye d'évaluer les learning outcomes, les résultats d'apprentissage, discipline par discipline, en collaborant ensemble. C'est un projet très très bien réussi en Europe, mais l'Union européenne a décidé de le lancer en Afrique. Ils ont tout simplement oublié de consulter au départ les Africains. Pour moi, ça, c'est pas un partenariat de valeur. Le partenariat de valeur doit tout d'abord jouer carte sur table et démontrer qu'il y a un respect des besoins, des intérêts, tout en poursuivant ses propres intérêts. Mais je pense que pour moi, la valeur des partenariats, c'est confiance, honnêteté et des bénéfices et partagés et de la communication ouverte sur ses intérêts et sur ses défis. Encore une fois, long comme réponse, mais j'espère que ça répond un peu. Ça y est, c'était elle qui posait cette question. Merci. Et Annick Kiel, est-ce que vous pouvez... S'il y a d'autres personnes qui participent, qui ont des réponses à Annick, moi je veux bien lire la réponse, des bonnes mesures pour évaluer la valeur des partenariats. Commentaire, exact. C'est très gentil, Johanna. Je ne sais pas quelle heure il est dans vos différentes parties du monde, mais ici, il est 19h11 le soir, il fait noir. Alors, ah, Monsieur Marchand. Non, non, c'est... Et plusieurs des thématiques discutées aujourd'hui. Et normalement, Annick, juste pour répondre à Annick, je pense que les diapositives ou oui, diapositives vont être mises en ligne aussi. Et moi, ce que je voudrais savoir, ce que je voudrais bien, moi, c'est la liste des participants avec leur établissement, parce que je ne l'ai pas, je ne sais pas d'où ils viennent. Les diapositives. Merci beaucoup. Bien sûr. Merci et bonsoir.
Parfait. Et grand